Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute la comète de Halley. C'est la plus populaire de toutes les comètes. Son impact auprès du grand public est tel que chacun de ses passages est considéré comme un événement astronomique extraordinaire. Mais une question se pose. Qui est à l'origine de sa découverte? Qui a bien pu l'observer en premier? Avant de commencer le sujet, je tiens à vous rappeler que si vous venez de débarquer sur ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas et surtout activez la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. J'attends. Ça y est, c'est fait? Bon, on peut commencer. En astronomie, la grande majorité des astres qui portent le nom de quelqu'un portent ce nom parce qu'ils ont été découverts par ce fameux quelqu'un. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. En gros, si jamais un astronome découvre un objet céleste, alors cet objet est susceptible de porter le nom de l'astronome. J'ai rien compris. L'objet de Hague, par exemple, dont on a parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, porte ce nom parce qu'il a été découvert par Arthur Alan Hague. J'ai rien compris. Bon, ta gueule. Hein, voilà. Ferme ta gueule. Mais il se trouve que ce n'est pas tout le temps le cas. Certains objets ne portent pas le nom de leur découvreur, mais le nom de la personne qui a rendu cet objet céleste populaire, ou qui a aussi longuement travaillé dessus sans réellement la rendre populaire. Ça arrive aussi. Et c'est le cas de la comète de Halley. Parce que oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, non, la comète de Halley n'a pas été découverte par l'astronome britannique Edmond Halley. En revanche, c'est bel et bien lui qui l'a rendue populaire. Laissez-moi vous raconter cette histoire, si vous le voulez bien. Ah, vous voulez pas? Bon, abonnez-vous. À l'époque de Halley, on ne savait pas réellement ce que pouvaient représenter les comètes. Étaient-ce là des manifestations divines ou simplement des objets célestes lointains qui se déplaçaient comme les planètes? La réponse est bien évidemment la seconde option, à la différence près que, contrairement aux planètes, les orbites des comètes sont elliptiques et très allongées. L'Église ne voyait pas les choses de la même manière. Pour elle, la raison de la présence des comètes dans le ciel était liée à Dieu, souvent annonciateur de sa colère contre les hommes. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, nous sommes des méchants, vous êtes des méchants, et nous méritons tous la colère de Dieu. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, ça faut le savoir, c'est l'Église, hein, voilà, c'est leur bouquin, moi j'ai rien inventé, hein, voilà. Une comète ne forme pas une orbite à peu près circulaire et où la distance avec le Soleil est à peu de choses près la même. Non, sinon ça serait trop facile. La plupart viennent du système solaire extérieur et rentrent vers le système solaire intérieur, là où orbitent les planètes rocheuses comme la Terre. Leur période de révolution est très longue, mais aussi régulière. Et c'est exactement ce que va comprendre Edmond Halley. En 1682, l'astronome royal britannique John Flamsteed détecte la comète qui passe près de la Terre et la relève dans un carnet. Il n'y prête pas spécialement attention parce qu'on ne sait pas grand-chose d'elle, et Halley lui-même ne va pas s'y intéresser. Mais sa rencontre avec Isaac Newton 2 ans plus tard va remettre au grand jour sa passion pour les comètes, et ensemble vont analyser le phénomène avec une grande précision. En 1705, Edmond Halley constate que les astronomes avaient déjà répertorié les observations de comètes en 1682, en 1607 et en 1531. En gros, cela fait une période d'espacement de 76 ans, soit 3/4 de siècle, à peu près. Ce qui est logique. Edmond va alors considérer que ce qu'il a découvert avec d'autres astronomes en 1682 pourrait être la même comète qu'en 1607 et la même comète qu'en 1531. Une comète qui aurait donc une période de révolution autour du Soleil d'environ 76 ans. Il va alors faire un pari fou. Il va prédire le retour de la comète pour l'an 1758. Le problème, c'est que peu de gens le prennent au sérieux parce que sa théorie peut facilement être rejetée en bloc par manque de preuves. À l'époque, la périodicité des comètes était encore un sujet méconnu. Mais cela ne va pas l'empêcher de continuer ses travaux avant de s'éteindre à l'âge de 85 ans en 1742. Il laissera derrière lui un héritage scientifique colossal et sera l'un des plus grands amis d'Isaac Newton. Bon, ok, il a aussi imaginé des grosses conneries comme la théorie de la Terre creuse. C'est lui au départ, c'est... Ah, personne n'est parfait, hein.
Son succès sera d'autant plus éclatant lorsque les astronomes se passionnèrent pour sa prédiction qui deviendra culte quelques années après sa mort. Et 16 ans après la disparition de l'astronome, la comète refit son apparition dans le ciel à l'année fatidique 2758. Edmond Halley avait vu juste, et c'est à partir de là que la comète portera son nom. Le succès n'est pas que scientifique, il est aussi médiatique. Le grand public s'intéressera à cet objet céleste, ce qui permettra une démocratisation de l'observation du ciel à partir du 19e siècle. Edmond Halley n'a jamais découvert la comète qui porte son nom. Il l'a juste rendue populaire. La question peut maintenant se poser. Qui a découvert la comète de Halley ? Qui est le premier astronome à l'avoir observée et mentionnée dans un catalogue ? La réponse, on ne sait pas. Je sais, tout ce build-up pour cette conclusion décevante, voilà, vous avez le droit de me taper dessus. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en poursuivant la méthode d'Edmond Halley, on arrive à remonter jusqu'au 7e siècle avant notre ère. Les premiers à avoir observé la comète sont les astronomes chinois, puis babyloniens, puis à peu près tout le monde. Mais les premières traces de mention viennent de Chine, et elles viennent du 7e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi, ça date. Elle aura certains moments de popularité, comme en 451, quelque temps après la défaite d'Attila en Europe. Au total, entre le 7e siècle avant JC et l'an 1607, la comète aura été aperçue 25 fois, sans que personne ne fasse le lien logique entre toutes ces apparitions, d'une période de 76 ans entre chaque mention. Edmond Halley sera le premier à s'y atteler. Parmi les nombreuses histoires liées à la comète, il y en a une qui me fascine, et c'est celle de Mark Twain. Il naît dans le Missouri le 30 novembre 1835, et sa vie sera marquée par des événements importants. À l'âge de 18 ans, il quitte son état pour se diriger vers le nord-ouest en tant que typographe. Ses nombreux voyages au sein des États-Unis l'amènera à la conquête de l'Ouest avant d'entamer une carrière littéraire à partir de 1864. Si je vous parle de Mark Twain, c'est parce qu'il est né 2 semaines après le passage de la comète de Halley, en 1835. Il en est conscient et espère bien d'ailleurs voir la comète de ses propres yeux lors de son prochain passage en 1910. À la fin de sa vie, ses bouquins lui rapportent gros et il sera reconnu dans le monde entier. Mais malgré le succès de ses conférences et autres interventions, sa fin de vie sera assez tourmentée. Elle sera marquée par la perte de ses proches, ses 2 filles et sa femme, dans des accidents et suites de maladies. Ses problèmes financiers n'arrangent pas non plus la situation. Mais il va déclarer ceci en 1909. Je vins au monde avec la comète de Halley en 1835 sans jamais l'avoir vue. Elle reviendra l'année prochaine et je pense que je partirai avec elle. Telle est la volonté du Créateur. Ils sont venus ensemble, ils doivent repartir ensemble. Mark Twain mourra d'une crise cardiaque le 21 avril 1910. Un jour après le passage de la comète. Autant vous dire qu'un tel timing relève d'un niveau de coïncidence mathématique tout à fait remarquable. Et c'est beau. C'est tragique, certes, mais c'est beau. Cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important dans l'astronomie, c'est avant tout le fait de constater ce silence éternel de ces espaces infinis. À bientôt!